Bonsoir à toutes et à tous. 6 détenus sur 10 récidivent dans les 5 ans après leur sortie de prison. Souvent isolés, sans travail, ils retombent dans la délinquance. Alors y a-t-il une vie possible après le crime? C'est la question que nous posons ce soir dans 52 minutes pour comprendre. Et pour en débattre, nous recevons Paul Chilan, animateur au SMPI, Service municipal de prévention et d'insertion de Trinité. Il s'occupe de l'accompagnement social de personnes qui sortent de prison. Également avec nous, la première vice-présidente du conseil régional, Catherine Conconne. Elle nous parlera du dispositif mis en place par la région pour former les détenus en prison. Mario Moreau est également sur notre plateau. Il est le représentant justice de Pôle emploi. Il aide les anciens détenus à retrouver du travail. Le procureur Jean-Jacques Bosque est également sur notre plateau. Et enfin, un ancien détenu que nous appellerons Mike témoignera en duplex. Bonsoir à tous. Ils ont passé des mois, voire des années en prison et pourtant le jour de leur libération n'est pas toujours une délivrance. Les anciens détenus se retrouvent souvent isolés, sans travail, avec la tentation de retomber dans la délinquance. Enquête signée Anne-Sophie Bélanger, Christophe Adélaïde et Destinée. Le centre pénitentiaire de Ducos. Entre ses murs, plus de 950 personnes sont incarcérées. Des détenus qui pensent tous un jour ou l'autre à la même chose, la liberté, l'espoir pour certains, qu'elle soit définitive. Venu en prison, moi-même je ne m'y attendais pas de tomber en prison un jour. Donc après, si c'est pour dire ne jamais revenir, je dirais que je ferai tout ce que je peux pour ne pas y retomber. Des paroles qui se heurtent parfois à la réalité des chiffres. Aujourd'hui, plus de 6 détenus sur 10 retournent en prison dans les 5 ans qui suivent leur sortie. Des allers-retours à l'image de l'échec de la réinsertion, l'une des missions pourtant primordiales de la prison. Mais pour ce détenu, l'univers carcéral au contraire brise, désocialise, rend souvent incapable de refaire face à la vie extérieure. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont passer beaucoup de temps en prison et quand ils vont sortir, ils vont être complètement perdus. Ils n'ont aucune notion du temps, aucune notion de l'argent. Pendant plusieurs années, les personnes vont rester enfermées dans une cellule, à ne pas pouvoir bouger parce qu'il n'y a pas de place. Et quand ils vont sortir, il va falloir qu'ils travaillent. Le corps n'est plus habitué au travail. Et ça va être difficile de reprendre le travail, de reprendre une activité tous les jours, travailler 8 heures par jour. Beaucoup de personnes trouvent ça très difficile. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a des récidives. Des détenus qui se sentent souvent livrés à eux-mêmes à leur sortie de prison. Ce jeune vient d'être libéré, une liberté qu'il vit pourtant très mal, dehors de manière brutale, sans suivi, sans perspective de réinsertion. J'ai été libéré par surprise, c'est comme ça que j'appelle ça. C'est une liberté provisoire. Mais du jour au lendemain, tu arrives dehors. C'est vrai que tu es émerveillé, dehors est beau, c'est joli, tout va bien. Mais la difficulté, qu'on n'a rien dans nos poches et on est là, on est obligé de survivre. Parce que c'est même pas vivre, c'est survivre. Et on arrive dans la même galère, on retourne au point de départ. Comme je vous dis, avec ce qu'on a perdu en plus. On est là, on a besoin de travail, on a un livre à nous-mêmes et on a besoin d'argent. Tous les jours, on a besoin d'argent. Il faut manger, il faut s'habiller. Lorsqu'il est sorti de prison, cet ancien détenu n'avait pas d'emploi, pas de logement, et comme un détenu sur 4, seulement 16 € en poche. Mais surtout, il était désorienté. Pas d'assistante sociale avec qui rentrer en contact particulièrement ou bien quelqu'un qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'on va faire maintenant après le milieu carcéral, comment on peut se réinsérer. Donc on ne sait pas quoi faire, donc on cherche la facilité. La facilité, ou plutôt l'argent facile pour un public désœuvré qui connaît aussi le prix à payer. Ce qui peut m'arriver, c'est de retomber dans la délinquance, dans ce que je faisais habituellement. Et puis, ça va toujours retourner au même, je vais toujours finir en prison, c'est toujours la même chose. J'ai envie de changer de vie, juste pour mon petit garçon, pour ma famille. J'ai envie de me mettre bien, mais j'ai pas la chance, l'opportunité. La justice n'est pas juste. Moi, je vois que la justice est plus violente que les jeunes même. Les jeunes, ils sont là, ils essaient de se débrouiller, mais la justice, elle nous casse. Dès le départ, elle nous casse. Une justice qui se penche pourtant de plus en plus sur la réinsertion. Face aux prisons pleines, les aménagements de peine sont de plus en plus considérés comme une solution. Si 6 détenus sur 10 récidivent, ils sont seulement 1 sur 4 quand ils bénéficient d'une libération conditionnelle. Depuis 4 mois, ce jeune expérimente le bracelet probatoire. Moi, mes horaires, c'est je peux sortir à partir de 5h30 et je dois rentrer à 17h30.
Au niveau de ma réinsertion même, c'est plus facile parce que là on sait que voilà, on a le bracelet, on n'a pas d'écart à faire. C'est-à-dire que là, faut vraiment rester sérieux et puis ça nous donne le temps aussi de penser à ce qu'on va faire plus tard, c'est-à-dire travailler et puis reprendre justement un rythme de vie normal. Un régime qu'il a obtenu grâce à la promesse d'un emploi. Il peut justifier d'un contrat, mais il sait aussi que le jour où il s'achèvera, c'est un retour direct en prison. Aujourd'hui, s'il prépare l'avenir, il se heurte aussi à de nombreuses barrières sur le marché du travail. Avec le bracelet, c'est pas évident. Un patron, il peut avoir besoin de toi comme ça occasionnellement. Tu perds de ta crédibilité juste à cause de ça. Si toi-même tu mens, tu dis que tu n'as pas de bracelet et puis bon, tu travailles avec lui, puis un jour il a besoin de toi comme ça. Et à cause du bracelet, non. Des fois, il va préférer prendre quelqu'un d'autre que te prendre toi. Pour éviter de porter les stigmates des erreurs du passé, certains détenus n'hésitent pas à mentir pour trouver un emploi. Un passé que Fabrice a décidé d'assumer, au contraire, pour témoigner aussi des difficultés des anciens détenus. Donc c'est un combat qui continue, en étant à l'extérieur toujours. Ça fait 1 an que je suis sorti de prison et je cherche du boulot toujours. Fabrice n'a pas encore retrouvé d'emploi stable, mais il vit aujourd'hui des petites missions qu'on veut bien lui accorder, notamment dans cette entreprise. Le fait qu'on ait en fait dans l'entreprise parfois des personnes qui ont fait de la prison, faut le dire, ça ne nous choque pas puisque s'ils sont sortis, c'est qu'ils ont payé leurs dettes, donc on essaie de donner une nouvelle chance. Mais bon, après, voilà, je peux comprendre un patron aussi des fois qui veut pas embaucher un mec qui sort de la prison parce qu'on a toujours crainte. Mais bon, après, tout le monde a envie de manger un bout de pain, quoi. Aujourd'hui, c'est de payer le loyer qui est important. C'est le plus important, et puis que ma famille se porte bien, et puis que j'ai de la force et du courage tous les jours pour me lever, pour aller bosser. Je me sens déjà utile. Et c'est important de se sentir utile sur le terrain. Des anciens détenus qui savent tous que la liberté ne se résume pas à voir les portes de leur cellule s'ouvrir. Reste à savoir dans quelle mesure l'échec de la réinsertion est-il une fatalité. Alors 6 détenus sur 10 retourneraient en prison dans les 5 ans après leur sortie. C'est énorme. Est-ce que c'est Est-ce que c'est un échec de la politique de réinsertion, Jean-Jacques Bosc ? Non, je ne pense pas. Enfin, bien sûr, on pourrait souhaiter qu'il y en ait moins, mais la politique d'insertion, d'abord, a le mérite d'exister. Et il faut savoir d'abord que la plupart des détenus qui rentrent en prison sont déjà dans une situation particulièrement précaire et particulièrement difficile. Donc déjà, l'expression réinsertion n'est pas tout à fait la bonne. C'est-à-dire qu'on n'essaie pas de les remettre dans la situation où ils étaient avant de rentrer en prison, pour la plupart, mais de les mettre dans une situation meilleure que celle dans laquelle ils étaient avant de se retrouver en détention. Ça, c'est le premier point. Et ce qui est intéressant à travers le reportage que nous venons de voir, c'est le fait qu'il faut éviter ce qu'on appelle, entre guillemets, les sorties sèches. Les sorties sèches, c'est-à-dire les gens qui sortent du jour au lendemain sans que rien ne soit préparé. Et il y avait un témoignage pendant le reportage. J'ai compris que c'était ce qu'on appelle un détenu provisoire. C'est-à-dire que ce n'était pas un détenu qui exécutait une peine, mais qui avait été placé sous mandat de dépôt par un juge d'instruction et en détention provisoire. Alors, et le jour où il a été libéré, il dit qu'il a été libéré par surprise. Alors, il n'a pas dû être libéré par surprise, mais il a dû être libéré parce que le juge d'instruction a considéré qu'à un certain moment, il n'avait plus besoin de le maintenir en détention. Le juge d'instruction se détermine par rapport à son dossier. Alors, c'est effectivement peut-être... à mon avis, le nombre de personnes concernées doit être assez réduit, mais c'est un peu différent de la question des détenus qui exécutent leur peine. Alors, à travers ce reportage, il y a aussi une autre question qui est sous-jacente, c'est celle du rôle de dissuasion de la prison. On a l'impression qu'il ne fonctionne plus. On parle souvent de prison comme école de délinquance. On a l'impression que ce témoignage confirme ce dicton. C'est dommage que beaucoup de personnes parlent de la prison sans savoir de quoi ils parlent. Et souvent, dans des débats, dans des discussions, on entend des gens parler de la prison comme si c'était un lieu paradisiaque où on se faisait masser tous les jours, où on était tranquille, on avait tous les avantages du monde. La prison, qui est la plus forte peine qui est prévue en France, puisqu'il n'y a pas de travaux forcés, il n'y a pas de peine de mort, donc c'est la prison qui est le summum de la peine, est un lieu qui est extrêmement difficile et qui est une vraie sanction
les conditions aujourd'hui carcérales que nous connaissons en Martinique sont notoires. On sait très bien qu'il y a de la surpopulation, donc il ne faut pas imaginer qu'on est dans un lieu facile, un lieu plaisant et un lieu où, entre guillemets, on prend son pied. Donc, il y a effectivement un effet de dissuasion qui ne fonctionne pas. Pourquoi? Une des raisons, c'est qu'on n'agit pas assez sur l'individu. Et c'est un petit peu dans cette optique que nous sommes à la région dans le cadre des actions de formation que nous avons initiées avec le ministère de la Justice et les magistrats. On y reviendra tout à l'heure. Voilà, c'est de dire comment on peut agir sur l'individu pour qu'il soit plus conscient de sa situation, pour qu'il revoie ses échelles de valeur, qu'il apprenne à mieux vivre en société et pour éviter cette récidive, parce que le temps de prison aurait été un temps blanc qui n'aura pas servi à grand-chose et qui n'aura pas à servir à influencer augmenter le désespoir de la personne. Le cours de la vie de l'individu qui, à un moment donné, a basculé à cause de problèmes de posture, à cause de problèmes d'attitude et à cause de problèmes de perception, tout simplement, du milieu dans lequel il vit. Alors, Mike, vous êtes en duplex avec nous. Vous venez de sortir de prison il y a un mois tout juste. Vous portez aujourd'hui un bracelet électronique. Est-ce que vous vous reconnaissez dans les témoignages qu'on vient de voir à l'instant? Oui, exactement. Oui, c'est un peu difficile. Le fait de sortir en prison, c'est difficile de se réinsérer. Que, bon, après, qu'on n'a pas de travail, bon, on n'a pas de suivi, bon, c'est difficile, quoi. On ne peut pas trouver un travail comme ça facilement. Quand le patron voit que tu sors de prison, c'est un peu difficile, quoi. Alors vous avez 24 ans, bientôt 25, vous avez passé votre brevet en prison, donc c'est tout récent, ça fait un mois, mais quelle a été votre principale difficulté à votre sortie de prison? Eh bien, à ma sortie de prison, ma principale difficulté, c'est de chercher un travail ou bien chercher une formation ou bien quelque chose d'autre, quoi. Quelque chose pour me réinsérer dans la vie actuelle, quoi. Et bon, après, bon, heureusement que par rapport au centre pénitentiaire, il y a eu des affiches pour des formations extérieures que, bon, je me suis inscrit sur cette liste. Bon, j'ai eu l'opportunité d'avoir la chance d'avoir une formation à l'extérieur. Mais à part ça, c'est un peu difficile, hein. Si on ne cherche pas, si on reste sous nous, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Hein. On ne peut pas avoir de travail comme ça. D'accord. Alors, l'un des problèmes aussi qui était évoqué dans ce reportage, c'était la difficulté quand on a passé un certain temps enfermé dans une prison à se réhabituer à des rythmes de travail, à des horaires, une hiérarchie. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui revient dans votre travail tous les jours d'animateur social, par exemple? Effectivement, lorsque la personne sort de prison, la personne sort fragilisée. Et bien souvent, la famille, aucun contact, aucun lien avec la famille, pas d'hébergement. Et la population carcérale est importante bien souvent et ces personnes sortent sans papier d'identité. Il n'y a aucun travail qui est fait au niveau de la prévention de la récidive. Ce qui fait que lorsque cette personne se retrouve dehors, cette personne, elle est plus apte à récidiver, puisque si nous, travailleurs sociaux, ne sommes pas là pour aller à la rencontre de cette personne, pour essayer de l'accompagner, puisque nous travaillons aussi, la prévention aussi se passe dans la rue, nous travaillons aussi dans la rue, cette personne, elle récidive, quoi. Elle n'a pas d'autres solutions? Il n'y a pas... L'accompagnement, il passe déjà par... déjà renouer les liens avec la famille, essayer de clarifier la situation administrative, faire que la personne rentre dans tous ses droits. Et faire comprendre peut-être qu'il y a d'autres horizons possibles. Alors aussi un problème qui a été évoqué par toutes les personnes dans ce reportage, c'est qu'elles se sentent complètement abandonnées. Alors je pense que ce n'est pas tout à fait exact. Je rappelle qu'il existe un service qu'on appelle le service pénitentiaire d'insertion et de probation, qui est un service du ministère de la Justice et qui suit à la fois les détenus et les personnes qui sont à l'extérieur, qui sont sous main de justice, mais qui ne sont pas à la prison. Et la première mission de ce service, c'est de maintenir les liens avec la famille. Et la deuxième mission de ce service, c'est de préparer la sortie. C'est-à-dire que dès qu'un détenu entre en prison, on prépare la sortie
recherche de projets professionnels, mais parfois de choses plus basiques. Il faut savoir que, par exemple, dans la population pénale qui est écrouée, vous avez 39% des détenus qui sont détenus pour des faits de violence. Vous savez que la violence est un grave problème en Martinique. 18% pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants. Déjà, vous avez plus de la moitié des détenus, c'est ça. Donc, il y a souvent un problème d'alcool, un problème d'usage de stupéfiants à régler, et c'est tout le travail du SPIP, et le travail de la réinsertion à la sortie, ce sera de soigner ces addictions ou de corriger ces addictions. Ça, c'était le premier point. Donc, dès la prison, il y a une prise en charge, et le SPIP ensuite, dont je viens de parler, est là pour mettre en relation le détenu avec les autres services Je vous interromps juste une seconde parce qu'avant l'émission, M. Chilon me disait quelque chose d'important, c'est qu'il y a des gens qui arrivent après plusieurs années de prison et qui ont toujours leur addiction, c'est-à-dire qu'ils ont continué à consommer en prison, que ce soit de l'alcool et même de l'héroïne. Donc en fait, en prison, le travail de sevrage n'est pas vraiment effectif. Alors vous savez qu'on connaît un problème, mais c'est un problème de police de la prison. Il y a ceux qui sont des infractions pénales et que le parquet poursuit d'ailleurs, de ce qu'on appelle des projections, c'est-à-dire des gens qui projettent par-dessus les murs de l'alcool, etc., ou de la drogue. Bon, c'est des délits, et ceux qui sont arrêtés pour ça risquent eux-mêmes de se retrouver en prison d'ailleurs. Mais il y a toute une offre de soins qui est faite en prison, justement d'addiction, etc. Et dans la réinsertion, il y a quand même une volonté du détenu de s'engager sur cette voie de la réinsertion. Et ce que je voudrais dire aussi, ce qui a été dit, c'est que l'insertion passe effectivement par une graduation entre l'état de détenu et l'état de libre. Et quand je parlais tout à l'heure qu'il fallait éviter les sorties sèches, c'est-à-dire quelqu'un qui se trouve détenu et puis qui se trouve livré à lui-même. Il y a tout un tas de passerelles. Bon, on est détenu, on peut être en semi-liberté, on peut être ensuite ou sous bracelet électronique ou en libération conditionnelle et suivi par le service éducatif. Ça concerne qu'à peu près un tiers des gens qui sortent. Donc il en reste 70 qui ne sont pas accompagnés de cette façon. Ça concerne, mais les statistiques ne sont pas très fiables, à peu près un tiers des gens qui sortent. Mais vous avez des gens qui sont condamnés. Mais par exemple, le tribunal va prononcer ce qu'on appelle une peine mixte, et c'est assez fréquent, mais par exemple, je ne sais pas moi, 2 ans de prison, dont 1 an avec sursis mis à l'épreuve. Ces gens seront des sorties sèches pour le centre pénitentiaire, mais ils sont quand même pris en compte ensuite par le SPIP. Mais je pense que l'objectif, effectivement, c'est de réduire ou d'avoir le moins possible de sorties sèches. Alors, autre problème très important, celui de trouver du travail. 70% de ceux qui rentrent à Ducos sont sans emploi déjà au départ. 50% d'entre eux ont moins de 30 ans, donc peu d'expérience professionnelle. Comment est-ce qu'on fait à la sortie, après des fois plusieurs années de prison, pour pouvoir les aider à trouver du travail et aussi convaincre les employeurs d'employer des gens qui sont sortis de prison? Donc, je voudrais tout d'abord dire bonsoir à tout le monde, mais surtout saluer votre émission pour que les Martiniquais comprennent ce qui se passe au centre pénitentiaire. Nous avons peut-être une société qui ne fonctionne pas comme il se doit, et la prison récolte, on pourrait dire ainsi, les dysfonctionnements. Maintenant, après, une fois qu'on est incarcéré, il faut qu'on sache ce qui s'y passe. Parce qu'il ne faut pas non plus laisser dire ici que tout le travail qui est mené, notamment par les surveillants, un travail très difficile, c'est pas si facile que ça. Et en plus, M. le procureur vient de le préciser, un service pénitentiaire d'insertion de probation a travaillé aussi des conventions et des partenariats pour l'emploi, mission locale, région. Donc il y a des choses qui sont faites. Donc il y a des choses mais une surpopulation, donc peut-être un manque de moyens. Il y a une surpopulation parce que toute personne, moi j'y vais depuis le 118 rue Victor Sévère, la NPE qui est devenue Pôle emploi, a toujours maintenu sa convention et contribue à cela avec d'autres partenaires. Toute personne, à ma connaissance, qui voudrait être accompagné pour son projet professionnel, qui voudrait passer des examens à l'intérieur, qui voudrait faire des choses, qui voudrait même créer des entreprises, toutes ces mesures-là sont en place. Maintenant, c'est sûr, il y a une surpopulation, il faudra voir dans quelle mesure, mais il faut inciter, je le dis parce que les personnes placées en justice aussi nous voient de la prison, elle est réputée être moderne, il faut que ces personnes aussi comprennent ensemble qu'il faut qu'il y ait une convergence. Si nous prenons acte de ce que nous avons pu commettre un incident dans notre vie, dans notre parcours de vie, à charge pour nous de s'atteler à se remettre
je dirais, dans le bon sens du retour dans la société. Eh bien, je suis désolé de dire qu'au centre pénitentiaire de Ducos, tout cela est prévu. Mais à partir du moment qu'on se déclare comme volontaire, motivé, déterminé pour pouvoir le faire. Maintenant, je ne suis pas là pour traduire... Donc ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a aussi une responsabilité des détenus. Du détenu de vouloir se projeter. Maintenant, nous savons que dans quel état rentrent ces personnes. Il n'y a aucune personne que si elle demande un accompagnement, que ce soit sur la réhabilitation sociale, que ce soit pour l'insertion, que les choses ne soient pas prévues. Maintenant, en nombre, peut-être qu'il faut une meilleure synergie pour qu'on en fasse plus. Voilà, parce qu'il n'y a pas assez de place. On a quand même rencontré des personnes dans le reportage qui avaient tenté et qui étaient restées sur le carreau. Voilà, nous avons une justice dans notre pays. Si la justice conçoit qu'il y a des délits et que ces personnes sont sanctionnées, à charge pour ces personnes de comprendre aussi que les choses peuvent être organisées et se le sont déjà, même s'il faut renforcer, il faut ramener peut-être d'autres moyens pour que les choses se passent. Maintenant, nous avons vu que depuis quelques années, nos entreprises, les toutes petites comme les plus grosses entreprises, ont franchi un cap de bien comprendre, de sortir pour dire que dans la citoyenneté économique, il faut aussi accueillir ces personnes. Et de plus en plus, dès lors que les entreprises sont informées correctement que dans la condition d'accueil de ces personnes, qu'il n'y a pas forcément un risque pour la santé, il n'y a pas de danger, etc. J'ai vu aussi des entreprises pour nous dire, voilà, je suis prêt à faire ça. Alors moi, je ne suis pas d'accord avec cette histoire de chance. On ne donne chance à personne. Nous parlons de projets professionnels parce que ce sont des choses sérieuses, parce que les entreprises ne donnent pas de chance. Il y a un travail effectué. Donc notre travail au niveau du Pôle emploi, c'est de vérifier, d'accompagner, d'évaluer que ces personnes soient en ordre de marche, soit pour entrer en formation, pour trouver du travail après, ou alors soit on les mobilise les compétences nécessaires pour aller faire un travail pour toucher leur salaire. Et c'est de ce qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, c'est sûr que la situation n'est pas comme on le souhaiterait, qu'il y ait cette surpopulation. C'est sûr qu'on aimerait qu'il y ait moins de délinquants, de personnes placées sous main de justice, mais j'ai envie de dire aussi qu'il ne faut pas non plus qu'on se dise que tout le personnel du CIP qui fait un travail remarquable, qui sont là, les surveillants, etc. Okay. Oui, voilà, parce qu'à force de vouloir dire que la prison, c'est le Club Med, j'entends ça, parce que quand les gens y sont arrivés, on avait une retenue d'eau pour nettoyer la prison, on a dit qu'il y a une piscine, etc. Je veux ainsi dire qu'il y a des choses qui sont c'est notre pays. Il y a un débat s'il faut une deuxième prison. Moi, je dis, il faut, à travers votre émission, que les entreprises, tout le monde à l'extérieur se dise, bon, convergence, citoyenneté économique, on se met ensemble pour accueillir les nôtres et non passer notre temps à dire que rien ne se passe, parce que les enfants qui sont là, les jeunes qui sont là, ce sont les nôtres. Mike, quel accompagnement avez-vous reçu à votre sortie de prison ? J'ai été accompagné par un centre de formation, qui est le centre de formation en maintenance professionnelle. Et bon, après ma sortie, bon, cette formation m'a beaucoup aidé. Ça m'a fait découvrir beaucoup de choses au niveau du travail, de l'entreprise. Et bon, après, c'est quelque chose pour moi qui est très important pour mon avenir. Bon, vu que auparavant, je n'ai pas eu la chance d'avoir une formation, d'avoir une insertion comme ça. Bon, après, j'essaie d'en profiter. Vous n'aviez pas de diplôme quand vous êtes rentré en prison? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas de diplôme, rien. Bon, après, au niveau de mon incarcération, j'ai essayé de m'inscrire à des formations à l'intérieur de la prison, tout ça, pour essayer d'avoir un diplôme, quoi. Pour, à ma sortie, je puisse avoir un travail, quelque chose d'important, quoi. Quelque chose à... Comment dire... Vous y croyez aujourd'hui? Oui. Quand même, j'y crois. Dès que tu as l'esprit, tu as la mentalité qu'il faut, dès que tu te bases sur quelque chose, bon, tu peux obtenir ce que tu veux, quoi. C'est quelque chose qui est un peu difficile, mais en espérant... Vous n'êtes pas aussi pessimiste que vos camarades qu'on a vus dans le reportage? Ce qu'ils ont dit, c'est un peu vrai, mais bon, après, il faut, comme on dit, il faut savoir espérer, il faut savoir attendre, patienter. Bon, après, si on ne cherche pas, on ne va pas trouver non plus. Il faut savoir chercher, bon, s'orienter où il faut et pas après. Si on a la chance, on peut obtenir la chance de travailler, d'avoir une formation ou bien quelque chose d'autre.
de ne pas rester sous nous-mêmes, quoi. Alors, ce que disait monsieur Chilan tout à l'heure, c'est qu'il y en a qui n'ont pas forcément le temps d'attendre, ceux qui n'ont pas de logement, qui n'ont pas de famille pour les aider. Oui, et effectivement, et le plus souvent, s'ils sortent de prison, bon, ils sont hébergés chez des amis, et chez de la famille, et l'accompagnement que nous faisons, c'est d'aller vers ces personnes et d'essayer de les mobiliser à travers la recherche d'un emploi, où nous mettons en place des chantiers d'insertion en partenariat avec des associations intermédiaires pour essayer de permettre à ces gens d'être en immersion dans le monde du travail. D'accord. Alors Mario Moreau, rapidement, parce qu'on va passer la parole après. Je voulais juste, entre les sorties sèches, ce qu'on appelle les sorties sèches, ceux qui ne sont pas manifestés pour être accompagnés, parce qu'il y a des personnes qui passent leur temps d'incarcération, ils disent, bon, je n'ai rien demandé à personne, etc. J'invite, je le dis, j'invite toutes ces personnes placées sous main de justice à se signaler. Dès lors que le signalement est fait, on voit qu'il y a un changement de mentalité. Parce que pourquoi les partenaires qui peuvent, que ce soit les CCAS, que ce soit, je dis bien, enfin, toutes les institutions, on essaie de créer une véritable synergie parce qu'on se connaît, il y a un réseau de cette affaire-là. Donc on essaie de créer une synergie. Je vais prendre un exemple. Nous, une action de formation, les gens viennent de sortir là pour entrer en formation, mais par ce même truchement-là, avec le magistrat, le juge d'application des peines, si on s'aperçoit qu'il n'y a pas de loi, on sait très bien que l'insertion sera échouée. Donc, il y a cette synergie qui permet. Donc, il faut qu'il y ait un motif, je dis bien, un motif qui peut être cet accompagnement pour, je dirais bien, déclencher les armes. Mais on s'aperçoit que la mentalité change. Parce qu'il y en a qui se disaient que, voilà, c'est pas possible, on ne fait pas. Mais dès lors qu'ils voient que c'est possible, il y a aussi... Ils reprennent espoir. Et il y a cette synergie, cette dynamique que, par exemple, cette action de formation... Les autres qui sont à l'intérieur se disent, bon, ça peut être possible, et on voit les mentalités. Il y a une émulation, d'envie de faire comme les autres et de s'en sortir. Après, c'est sûr, au niveau des moyens, il faut les mobiliser pour qu'on ait un petit peu plus de résultats. Comment est-ce qu'on décide, M. Bosc, qui peut bénéficier d'une libération conditionnelle, d'un accompagnement Qui décide et sur quels critères? Alors, le SPIP a l'obligation de proposer, ou en tout cas d'examiner la situation de tous les détenus et d'examiner avec eux un projet. En sachant qu'on ne peut pas accompagner quand même tous les détenus? Non, le critère, ce n'est pas un critère de nombre, c'est un critère du projet que peut avoir le détenu. J'ajoute que les juges d'application des peines, nous savons que la Martinique, comme d'autres régions, connaît un taux de chômage important, et les juges d'application des peines accordent des libérations conditionnelles maintenant pour rechercher un emploi, et pas uniquement... dans un passé récent, on demandait un contrat de travail pour sortir. Maintenant, on accepte de faire des libérations conditionnelles pour rechercher un emploi. Donc c'est plutôt la motivation et les garanties que peut présenter le détenu qui sont les critères principaux. Bon, après, il y a également le quantum de la peine qu'il a exécutée et il faut qu'il soit dans les délais pour bénéficier de la libération conditionnelle, par exemple, c'est-à-dire en principe au moins à mi-peine pour pouvoir bénéficier de ce type de mesures. Et pourquoi ce type de mesure n'est pas généralisé alors qu'on a des chiffres qui prouvent que ça réduit nettement le risque de récidive? Alors ce type de mesure est très largement utilisé. Alors vous savez qu'il y a eu, le ministre de la Justice a réuni ce qu'on appelle une conférence de consensus et qui proposait en gros que la libération conditionnelle soit un peu automatique, sauf au juge de l'application des peines de décider le contraire. Bon, je pense quand même qu'il faut être assez prudent. Ce que je vous disais aussi, beaucoup de détenus qui sont à la prison sont des détenus qui, au départ, ont commis des faits qui sont graves, voire très, très graves. Donc, on doit quand même, et les juges, avoir une certaine prudence, en tout cas, prendre un certain nombre de précautions avant de prendre ces mesures de libération conditionnelle. Ce que je voulais également dire, c'est qu'avant même que les gens entrent en prison, et c'est toujours le problème de l'insertion, le juge de l'application de peine peut, sans qu'ils rentrent effectivement à la prison, proposer des alternatives à la prison. Mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et par exemple, la peine de travail d'intérêt général, il y a, je crois, à peu près 70 postes en Martinique, exclusivement dans les communes et pas dans les services de l'État. Donc, je pense qu'il faut que les services de l'État proposent
davantage de places de travail d'intérêt général. Mais ça, c'est quand même une mesure à la fois d'insertion, qui évite aux gens d'aller en prison et qui est efficace. On voit un moment dans le reportage un homme qui dit « on a besoin d'être utile ». Est-ce que la société est prête à faire une place à ces hommes ? J'espère bien. Et vous savez, il m'est arrivé de rencontrer des gens très radicaux, hein, avec des propos très durs sur les prisonniers. Parce qu'il y a des gens qui disent que ce n'est pas normal qu'on donne la priorité à ces gens-là sur des formations, oui. sur un tas de choses, alors que nous-mêmes, on n'arrive pas à trouver d'emploi. Non, il y a des formations dans le droit commun. Il ne faut pas non plus que les gens considèrent qu'il n'y a que pour la prison. Si je prends le seul cas du conseil régional, sur des formations individuelles, je ne parle même pas des stagiaires qui sont mis dans les CFA, CFPPA, AFPA, etc. Je parle uniquement des demandes individuelles qui sont formulées par n'importe quel citoyen martiniquais. C'est quand même 8000 personnes qui ont bénéficié de ces formations individuelles. Vous imaginez, ça fait à peu près 700 personnes par mois. C'est considérable. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien dans le droit commun pour quelqu'un qui n'est pas emprisonné. Mais comment on peut être tout à fait radical avec des gens qui, à un moment donné, vont sortir ? Comment on peut faire pour que ces personnes-là sortent le mieux du monde et limiter ces chiffres affolants que vous avez donnés au début d'émission qui disent que 6 prisonniers sur 10 retournent en prison. C'est qu'il y a bien quelque chose qui se passe et qui fait que l'individu mérite en tout cas le meilleur accompagnement, y compris psychologique du terme, pour qu'il puisse revenir dans la société le mieux du monde. Vous savez, dans mes fonctions à la mairie de Fort-de-France, il m'est arrivé de voir des prisonniers débarquer en me disant « Je suis sorti de prison, je ne sais pas où aller ». Il m'est arrivé aussi de fermer les yeux sur des squats. Parce que quand j'y allais, il me disait, je suis sortie de prison, il me faut quelques jours pour me refaire, je n'ai nulle part où dormir. Ma mère ne veut plus me voir, mon père ne veut plus me voir, j'ai perdu ma petite amie, etc. Donc il y a un passage... Mais la société a tendance à penser que c'est de leur faute, en fait, s'ils sont dans cette situation-là. On entend beaucoup ça jusqu'au moment où la personne qui vous le dit de la manière la plus radicale est elle-même concernée par ça. Mais c'est arrivé de voir des gens extrêmement durs envers le monde de la prison revenir gentils, mignons, me parler du cas de leur propre enfant qui à un moment avait basculé et s'était retrouvé à l'intérieur. Donc il ne faut pas non plus considérer que tout est fait pour les gens qui sont en prison. Il y a un meilleur vivre ensemble qui doit être organisé et une fois que cette personne va sortir, parce qu'elle est jeune, elle a une courte peine, comment faire pour éviter qu'elle ne remonte en prison et que l'on soit avec ces 6 sur 10 en position de surpopulation carcérale qui n'est pas acceptable. Justement, pour aider les détenus, des formations sont proposées en prison. Sont-elles la solution miracle? On en parle dans quelques instants. À tout de suite. De retour dans 52 minutes pour comprendre, on parle de la réinsertion des détenus. Avant la pub, nous avons vu que sortir de prison n'est pas qu'un moment de joie. Pour faciliter la vie après la détention, des formations sont proposées au sein même de la prison. Sont-elles une bonne solution? Réponse avec Anne-Sophie Bélanger, Christophe Adélaïde et Destiny. Quand on s'était vu la dernière fois au dernier cours, on avait parlé des droits et des libertés fondamentales et j'avais parlé des différents cadres où les libertés et les droits sont respectés, s'expriment. Enfermés, isolés dans leur cellule le reste du temps, ces moments de formation sont pour ces détenus une parenthèse dans leur quotidien, une ouverture vers l'extérieur. Le but premier de la formation, c'est, je pense, pour moi et pour d'autres, c'est de sortir de la cellule, de pouvoir prendre l'air, de pouvoir respirer un peu. Sortir de l'isolement carcéral, c'est-à-dire sortir de la cellule, et pour une bonne chose. Bon, ils sont au contact de gens de l'extérieur. Chaque semaine, ces détenus peuvent bénéficier de différentes formations générales, de remise à niveau, de préparation de diplômes et de formations professionnelles. Dehors, dans quelques mois, dans quelques années, ils ont des profils variés, des niveaux différents, mais un objectif commun, préparer leur sortie. Essayer de s'en sortir, au moins d'avoir un certificat qui dit qu'on est capable de faire telle et telle chose et puis de le mener à bien, de poursuivre la suite à la sortie. Voilà. C'est un plus pour nous aussi, puisque c'est-à-dire que, vu l'image qu'on nous donne quand on est quand tu fais de la prison, l'image qu'on te donne quand tu sors, il vaut mieux commencer à s'insérer depuis ici, comme ça en sortant, puisque le taux de chômage qu'il y a à l'extérieur, ça finit par augmenter, donc quand tu vas voir, c'est une bonne chose pour nous. 70% des détenus n'avaient pas d'emploi à leur entrée en prison. Plus de 50% des détenus ont moins de 30 ans. La plupart sont sans diplôme. Si certains tentent de se construire un avenir en prison, d'autres essaient de ne pas perdre les acquis du passé. Passer des études en prison, c'est
Comme je vous l'ai dit, je l'ai fait, c'est parce que j'étais déjà dans le climat à l'extérieur que je tiens vraiment à ce diplôme. Mais pour étudier dans l'univers carcéral, ils doivent aussi redoubler d'efforts. L'effort qu'on fournit à l'extérieur est triplé en prison. Il faut s'organiser, travailler de nuit, travailler les week-ends au lieu de promenade, c'est prendre sa douche et retourner travailler. Donc, se dire de baisser les bras, d'abandonner, c'est se dire, bon, c'est remettre en arrière tous les acquis, tous les efforts que j'ai fournis. Franchement, il faut tenir bon. Malgré ces difficultés, ces détenus connaissent aussi leur chance. Si le droit à la formation est reconnu par l'État, aujourd'hui, pour 250 demandes, le centre pénitentiaire de Ducos n'offre que 10 places. Pourtant, réinsertion et récidive restent des problématiques intimement liées. La région s'est engagée pour développer un programme de 13 actions de formation. On vient de signer très récemment une convention avec le Conseil régional qui vont nous permettre de mettre des formations qui vont être avec un objectif général, qui peut être la lutte contre l'illettrisme, la remise à niveau, préparation de diplôme, mais qui va être aussi sur des formations plus pointues, formation espace vert, en cuisine, des techniques d'hygiène, de propreté, donc des formations bien spécialisées avec l'objectif d'avoir une compétence professionnelle à l'extérieur. 224 détenus pourront profiter de ce programme. Ils sont 958 à vivre entre ces murs. Alors on voit que la prison peut aussi être un lieu de formation. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on a des chiffres sur la réinsertion des détenus qui ont bénéficié de formation? Forcément, quelqu'un qui est formé a plus de chances d'être réinséré que quelqu'un qui ne l'est pas. Ce que nous avons décidé cette année, parce que nous refusons de rester dans l'inaction et dans le constat pour toutes nos politiques publiques, c'est de dire il y a une situation, comment faire pour la faire évoluer positivement. Quand on entend que 10 détenus seulement sont concernés dans telle ou telle action de formation et que plus de la moitié de ces détenus sont des jeunes qui ont moins de 30 ans, on se dit est-ce qu'on laisse aller ce désert de laxisme ou des détenus où ils sont là, où ils ne font rien. Non, il faut pouvoir inverser la courbe et dire que là aussi, exactement comme à l'extérieur, la région doit jouer son rôle. Donc nous avons développé 3 axes très importants avec le centre pénitentiaire et je remercie tout le monde d'avoir joué le jeu parce que nous y sommes allés souvent, on a essayé de comprendre les problématiques et d'adapter avec le code des marchés tout ce qui pouvait être fait à l'intérieur de cette prison. On a également travaillé sur le rééquipement des ateliers parce qu'il y a des ateliers qui méritaient en tout cas de nouvelles machines, de nouveaux dispositifs. On a rééquipé un atelier coiffure pour que des formations puissent se tenir et on a quand même monté pas mal le niveau. Maintenant, il faut continuer parce qu'on s'est promis d'évaluer après la première année et de voir comment on peut pousser encore la quantité de personnes concernées dès l'année prochaine. Voilà, parce que ça va concerner à peu près 200 personnes sur environ 1000 détenus. Donc c'est encore, c'est un progrès, mais c'est encore peu. Oui, alors c'est un choix qui a été fait cette année de dire, nous commençons avec ceux qui ont entre 18 et 25 ans, mineurs jusqu'à 25 ans, et qui sont sur des courtes peines. Et on évalue, parce qu'il faut des salles pour faire des formations, il faut des lieux de vie. Et vous savez qu'il y a un nouvel équipement qui est en cours de construction, une nouvelle infrastructure qui est en cours de construction. Donc nous attendons la fin de cette construction pour pouvoir disposer de plus de places, puisque ces formations ne peuvent se tenir qu'en prison. Et s'il n'y a pas de salle, il n'y a pas de lieu suffisamment équipé pour pouvoir accepter ces formations, on ne peut pas monter davantage. Donc, on a fait le maximum avec ce dont nous disposions. Le centre pénitentiaire gardiens comme direction ont vraiment joué le jeu à nos côtés. Et cette année, c'est pour nous une année test qui va être évaluée. Quand il y aura le nouvel immeuble qui va être livré d'ici 2014, eh bien, on verra comment on peut rajouter dans les salles prévues toute une session de formation également. Le tout, c'est de pouvoir occuper la quasi-totalité des prisonniers en permanence. Alors Mike, vous aviez bénéficié d'une formation en prison, mais vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Pourquoi? Bon, j'ai préféré sortir à l'extérieur par rapport à ma famille, tout ça. Et bon, comme on dit, l'extérieur, c'est mieux que l'intérieur. Bon, j'ai pas su terminer ma formation, bien que j'aurais aimé la terminer par avoir ce diplôme en tant qu'agent de propriété. Mais bon, après, au niveau de la mécanique, comme je me connais aussi vraiment, c'est un domaine que j'aime beaucoup, que bon, j'ai cédé la place à la mécanique, quoi. J'ai préféré choisir la formation extérieure en mécanique que rester à l'intérieur. Est-ce que cette formation, c'était aussi une façon de vous occuper à la prison? Ah oui, vraiment, ça t'empêche de te
tourner les pouces. Ouais, tu vois pas tes journées passer. Quand tu es en formation, tu as le contact avec les gens à l'extérieur. C'est vraiment plus agréable que de rester dans sa cellule. C'est vraiment plus agréable. Alors Mario Moreau, vous voulez réagir rapidement? Pour ajouter aussi que le Pôle emploi Martinique a décidé pour 2013 4 actions de formation vers l'extérieur, préparation à la sortie, plus 2 possibilités encore qui seront offertes avant la fin de l'année, soit en totalité 6 actions de formation. Donc là, c'est en complément de ce que fait le conseil régional, c'est-à-dire nous, on s'est positionné à la sortie et préparation de la prison vers l'extérieur. Plus les budgets pour l'emploi, c'est les évaluations milieu de travail pour que les personnes puissent voir s'ils peuvent s'adapter aux entreprises à l'extérieur. Et le budget aussi des contrats aidés et le plan régional de formation du Pôle emploi aussi à l'extérieur. Donc c'est-à-dire, il y a des opportunités qui existent et ce sont des choses avec, je dirais, palpables. Ces personnes ont l'opportunité à l'intérieur et ont l'opportunité extramuros pour se projeter vers l'extérieur à travers les actions que nous mettons en œuvre. Comment faire pour que ces formations ne soient pas qu'un loisir, certes utile, une occupation des prisonniers, mais qu'elles aient vraiment vocation à déboucher sur une profession? Parce qu'on a vu qu'il y a peu de place. Si les personnes ne vont pas jusqu'au bout, c'est difficile d'étudier en prison, comme le disait un témoin dans le reportage. Comment éviter cet écueil? Alors, l'originalité du programme que nous avons monté avec le centre pénitentiaire cette année, qui va être validé dans les jours qui viennent pour partir en appel d'offres, c'est que nous doublons ces formations de ce qui s'appelle une prise en main en développement personnel. Vous avez face à vous des gens qui sont complètement démotivés, qui ont été cassés par la vie. On a beau dire, mais être en prison, c'est une autre vie, c'est un autre univers, la vie est différente. Donc, vous avez des gens qui ont perdu toute motivation, qui ont perdu toute estime de soi, qui ne croient plus en rien et qui sont parfois dans une paranoïa qui consiste à croire que tout le monde vous en veut, sans compter le passé familial de ces personnes qu'ils portent sur le dos. Alors, nous avons doublé ces formations d'une prise en charge en développement personnel. Comment gérer un conflit sans basculer dans la violence? Comment avoir une relation, un débat avec quelqu'un sans que ça se termine en coup de couteau? Comment évaluer et remettre des échelles de valeur sur cette sociabilité qu'on est obligé d'appliquer au quotidien si on veut vivre tranquillement. Comme monsieur le procureur général le disait tout à l'heure, plus du tiers des cas relèvent de faits de violence. Pourquoi on bascule dans la violence? Pourquoi on n'arrive pas à se parler? Pourquoi on n'arrive pas à dédiaboliser celui qui est en face de vous et à en faire un humain comme vous et à pouvoir échanger avec lui, même au cours d'un conflit, sans que ça ne tourne à l'assassinat collectif? Donc, nous avons doublé pour permettre à ces gens de se réestimer, de reprendre goût à la vie, etc. À côté de formations plus professionnelles. Avec des jeux de rôle pour se remettre en situation, etc. Alors, Jean-Jacques Bosc, c'est une bonne solution? Tout à fait, parce que l'insertion, c'est bien sûr, et je ne peux que me féliciter de l'initiative du Conseil régional, c'est la préparation à la formation professionnelle, mais c'est aussi un travail sur soi. Par exemple, pour les faits de violence, qui peuvent être alors le fait de personnes insérées, qui ont un travail, qui ont un domicile. Le SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, met en place au sein de la prison ce qu'ils appellent des groupes de parole, enfin tout un travail psychologique sur la violence et sur le redressement en quelque sorte du comportement. Mais ça aussi, ça relève de la réinsertion et sans forcément passer, tout ne passe pas par la formation professionnelle. Je pense que c'est une solution tout à fait utile aussi. D'accord. Alors, Monsieur Chilan, dans les personnes que vous accompagnez, est-ce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas formés? Oui, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont jamais intégré aucune formation, qui sont dans la rue. Et donc, vous pensez que ce genre de formation est de nature à permettre une meilleure réinsertion? Je pense que ce genre d'action est indispensable pour pouvoir redonner de l'estime de soi. Et ce sont le plus souvent des gens qui ont été mal considérés. Il faut leur donner de la considération. Ce sont des gens aussi qu'il faut, avec eux, passer par une phase de remédiation pour pouvoir les inculper et toute la normalité de la société, entre guillemets, quoi.
Parce que le plus souvent, c'est des gens qui n'ont pas les codes de la société, qui ne les connaissent pas. Qui n'ont jamais été intégrés dans la société. Voire éduqués tout court. Et je crois que le terme de réadaptation est bien approprié parce que c'est une façon de prendre le problème de la personne dans sa globalité. Alors, Mario Moreau, il faudra aussi, après, une fois la formation en poche, convaincre les employeurs d'embaucher ces personnes qui sortent de prison. C'est-à-dire, à notre niveau, donc, je dis bien cette complémentarité, cette synergie, parce que tout se fait en lien. L'action que met la région en place, mais on travaille en synergie avec tout le service formation. Mais comment on convainc un employeur de dire, voilà, cette personne a passé tant de temps en prison, malgré tout, il faut lui donner sa chance? Si cette personne passe par la formation, nous avons des actions qui ont démarré là. Nous prenons, avant les 2 derniers mois de la fin de la formation, avec l'organisme de formation, le Pôle emploi, nous mobilisons un réseau d'entreprises. L'idée pour nous, ce n'est pas pour des pièces encore. C'est formation, travail. Donc nous nous mobilisons à cela pour que, à l'issue de la formation, la qualification étant là, que le réseau d'entreprises joue son rôle et derrière le Pôle emploi a un budget à travers les contrats aidés qu'on essaie de mobiliser pour que les choses se fassent. Donc ce réseau d'entreprises, ce sont des entreprises qui sont au courant qu'elles peuvent embaucher quelqu'un qui est passé par la prison qui travaillent régulièrement avec nous et qui sont maintenant après nous essayons toujours... Elles sont nombreuses ou pas ces entreprises? Oui, elles sont nombreuses parce que je prends l'exemple, si nous sommes dans la mécanique, l'organisme de formation a déjà un réseau, plus tout le réseau Pôle emploi de tout ce que nous faisons. Nous avons une équipe justice, une personne par agent, par un site qui s'occupe de ces personnes pour les contrats, les évaluations, etc. Donc nous essayons de mobiliser tout ce qui doit se faire pour que ces personnes ne soient pas en situation de récidive, etc. Maintenant, après, nous savons que ce n'est pas si évident que ça, mais nous faisons le job. Il n'y a pas de garantie. Ah non, c'est pas qu'il n'y a pas de garantie. Nous essayons qu'il y ait garantie. Mais je dis bien, nous savons, il y a de nouvelles pratiques. Il ne faut pas laisser penser non plus que toutes les personnes qui sont dans les trafics, les personnes qui sont à notre niveau aussi, qui essayent de se dire, mais tiens, on est en train de casser notre business, aussi réagissent. Mais nous sommes là en tant que Martiniquais, nous disons qu'il faut cette synergie parce qu'il s'agit de personnes, il s'agit de jeunesse et nous mettons... Mais il s'agit aussi d'harmonie sociale parce qu'on casse le cercle de la délinquance. D'harmoniser. Donc, et j'ai envie de dire que je sais qu'on nous écoute de partout, y compris dans les centres pénitentiaires. Je lance cet appel, convergeons ensemble, mettons en place cette synergie, jeunes ou pas jeunes, nous pouvons faire avancer. Je n'ai pas envie de dire c'est nous qui allons régler les problématiques de prison qui ont toujours existé depuis qu'Abraham, mais j'ai envie de dire que là, il y a une problématique de société qui amène les gens en prison. J'ai envie de dire qu'il ne faut pas forcément passer par la case prison pour trouver une insertion, mais j'ai envie de dire que si vous êtes déjà là, mettez cause en mouvement pour nous, ça nous fait. Mike, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur qu'on refuse de vous embaucher parce que vous êtes allé en prison? Ah oui, c'est quelque chose qui fait peur. Ah ouais, le fait de passer par la case prison, bon, après, le patron, il peut se poser beaucoup de questions après. Mais bon, aux avis de moi, bon, ça me fait peur. Après la formation, j'aurais aimé avoir un travail. Mais bon, après, c'est pas, comme on dit, on attend. Après, je verrai. Est-ce que vous allez leur dire la vérité à vos potentiels employeurs? Est-ce que vous allez leur dire que vous êtes allé en prison ou est-ce que vous allez faire le silence sur cette période de votre vie? Bon, après, ça dépend de l'employeur parce que le fait de dire à l'employeur que tu es passé par la case prison, ça lui fait déjà se poser des questions. Après, si l'employeur, c'est quelqu'un qui peut te comprendre, bon, il peut savoir ça aussi, c'est quelque chose qu'il peut savoir. Mais après, c'est quelque chose à ne pas répéter, quoi. C'est quelque chose qui est un peu difficile à dire. Paul Chilan, est-ce que c'est quelque chose que vous recommandez aux anciens détenus d'être honnêtes par rapport à leur expérience passée ou pas forcément? Je pense qu'il faut lui laisser le choix. S'il a envie de le dire à son employeur. Jean-Jacques Bosc? Non, je rappelle une règle du Code de procédure pénale qui sont les règles sur le casier judiciaire. Et l'employeur peut demander ce qu'on appelle le bulletin numéro 3 du casier judiciaire. Je pense que c'est peut-être le conseil qu'il peut donner. Le droit de l'employeur, c'est de demander cette pièce. Cette pièce porte les condamnations supérieures à 2 ans d'emprisonnement ferme. C'est-à-dire que toutes les condamnations non supérieures à 2 ans d'emprisonnement ferme ne sont pas sur le casier judiciaire et, en tout compte fait, n'ont pas à être juridiquement révélées
l'employeur. Après, c'est dans la relation que l'éducateur voudra introduire avec l'employeur. Mais il y a quand même cette règle qui est faite pour justement qu'une condamnation ne pénalise pas trop dans la recherche d'un emploi. Après, il y a un principe de réalité. Si on a passé 5 ans en prison, il faut bien justifier un vide de 5 ans sur son CV. Certainement, non. Je rappelle simplement cette règle légale qui existe. Voilà. Après, bon, peut-être il vaut mieux me dire les choses, mais je crois qu'il n'y a pas vraiment de... Enfin, voilà, c'est une appréciation à faire. Alors, juste encore une question sur le plan de formation initié par la région. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu associer justement les entreprises pour assurer des débouchés, les convaincre dans un contexte de chômage très élevé pour tout le monde que ça peut valoir le coup aussi de donner leur chance à d'anciens détenus? Savoir que le Pôle emploi est dans le réseau avec nous, donc il y a des passerelles qui sont faites. Le tout était pour nous de profiter de ce moment d'enfermement, de privation de liberté, pour que ce ne soit pas un moment blanc, inutile. Et se dire, un individu qui a 22, 23, 24 ans, qui a basculé en prison et qui a pris 2 ans, 3 ans ferme, qu'est-ce qu'on en fait pendant le temps qu'il est en prison? Est-ce qu'on le considère comme un humain qui peut avoir droit à une réinsertion demain, qui va forcément retourner dans la société, va retrouver ses voisins, ses amis, sa famille, va vivre en société? Comment faire pour qu'il vive le mieux du monde dans cet univers qu'il va retrouver et éviter de rebasculer, de retomber en prison? Parce qu'il y a 1000 personnes qui sont aujourd'hui emprisonnées pour une capacité d'un peu plus de 500. On construit déjà des places supplémentaires. Je n'ai pas envie d'être dans un pays où on va multiplier dans chaque commune une maison d'arrêt supplémentaire par manque de place. Donc, nous profitons de ce temps de privation de liberté et derrière, il y a les passerelles qui sont organisées, il y a les professionnels de l'emploi qui sont en réseau avec nous, il y a les missions locales, il y a tout un réseau qui est mis en place. Si la personne peut retrouver du travail, c'est vrai, dans un contexte qui n'est pas facile de chômage, tant mieux. Mais en tout cas, elle sera sortie différemment qu'elle n'est entrée de la prison. Alors, autre possibilité souvent choisie, enfin en tout cas souhaitée par des gens qui sortent de prison, c'est de créer leur propre entreprise justement pour éviter ces problèmes d'avoir un patron qui peut les juger sur leur passé ou d'essuyer des refus. Comment ça se passe? Est-ce que c'est courant que des gens y arrivent? Alors, il y a trois accompagnements possibles. Soit la personne elle doit entrer en qualification par la formation pour retrouver du travail, ou alors soit elle a toujours ses qualifications, ses compétences évaluées, elle peut travailler directement, ou alors elle choisit de créer son entreprise. Donc, on est dans notre mission professionnelle de pouvoir accompagner ces 3 phases-là. Donc, toute personne qui nous dirait, voilà, dès lors que ça ne pose pas d'incompatibilité avec la décision du parquet, Parce que voilà, certaines peines empêchent de créer une entreprise. Et qu'il y a des lois anciennes sur le commerce, qui sont des lois d'ailleurs qui datent de la guerre ou d'un peu après la guerre, qui interdisent d'avoir une activité commerciale si on a fait l'objet d'un certain nombre de condamnations, notamment pour vol, escroquerie, abus de confiance. On ne peut pas être commerçant à certains quantums, on ne peut pas être gérant de société. Donc ça, c'est la règle. Ceci étant, le tribunal qui a prononcé la condamnation peut toujours relever la personne de cette déchéance, c'est-à-dire l'autoriser à mener son projet de création d'entreprise. Donc s'il a effectivement un projet, et là le parquet même peut l'encourager, un projet sérieux, il obtiendra du tribunal la dispense, quelque sorte, qui lui permettra de créer son entreprise. Alors, je voulais juste rajouter que alors, monsieur le procureur précisait la question du casier. Il ne faut pas non plus que toutes nos entreprises mettent une caisse de main, demandent un casier. Je profite pour lancer cet appel. Le casier, là, pour certaines professions, mais j'ai envie de dire que maman, nous mettons la bien, parce que sur la question qui est posée, nous, au niveau du Pôle emploi, quand nous accompagnons, il n'y a pas de silence de quoi que ce soit. Nous y allons en présentant et avec un encadrement. L'encadrement Pôle emploi avec des partenaires, l'administration pénale, le SPIP, le parquet, le juge d'application des peines, très souvent, nous accompagne dans cette démarche. Donc, il y a des garanties et les magistrats savent très bien est-ce que la peine, enfin je ne vais pas parler des faits de mœurs, etc. Je parle de peines qui sont, j'ai envie de dire, qui peuvent retourner par le travail dans la société. Donc tout ça est encadré, surtout très souvent. Donc il y a des garde-fous. C'est pas la peine de devenir paranoïaque. Voilà, s'il y a un problème pratique de sursis, tout ça c'est encadré et
monsieur le préfet, dans l'arrêté préfectoral qui va viser à mobiliser les contrats aidés, nous avons réussi tous ensemble, tous les partenaires, à faire en sorte qu'il y ait une mention qui dit personne placée sous main de justice. Donc c'est à nous de nous mobiliser, j'ai envie de dire une synergie pour que ces personnes, nos jeunes, retrouvent du travail en toute quiétude. Alors, et je pense que c'est ce qu'ils attendent. On arrive à la fin de cette émission. Je voulais poser une toute dernière question. Est-ce qu'il y a vraiment moyen de s'en sortir? Est-ce qu'on peut avoir une vie épanouie après la prison? Paul Chilan. Oui, je pense qu'à partir du moment que cette personne elle est accompagnée et à sa sortie de prison par un professionnel du social, je pense qu'il y a possibilité pour que cette personne s'en sorte parce que au SMPI, le service municipal d'insertion et de prévention de la ville de Trinité, nous sommes 3 éducateurs spécialisés et 2 animateurs sociaux. Et nous sommes une équipe pluridisciplinaire où chacun, lorsque nous accompagnons quelqu'un, chacun apporte un peu de ses compétences. Et vous avez vu beaucoup de gens s'en sortir? C'était ça surtout le fond de la question? Oui, il y a des jeunes que nous avons pu accompagner depuis leur sortie de prison, depuis aussi avec une collaboration avec le SPIP, puisque cette personne était sous bracelet, cette personne habitait dans un petit réduit. Nous avons pu faire une demande de logement. Et aujourd'hui, cette personne... il faut garder espoir. Il faut garder espoir et puis beaucoup de patience parce que... Ça prend du temps, la réinsertion. Il y a des gens qui sont formés et qui travaillent sur le terrain pour permettre à ces personnes de s'en sortir, quoi. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver lundi soir en deuxième partie de soirée ou sur notre site internet www.atv.mq. La semaine prochaine, nous parlerons de l'industrie martiniquaise, indispensable pour réduire la dépendance de notre île aux importations. Ce secteur fait face à des faiblesses chroniques, surcoûts, marché étroit et difficultés à exporter. Alors notre industrie peut-elle être compétitive? On en parle la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Très bonne soirée à tous.